Europe 1, il est 8h. Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, nos révélations sur l'affaire Théo, ce jeune homme gravement blessé lors d'une arrestation de rue il y a un an à Aulnay et qui accuse les policiers de viol. Europe 1 dévoile ce matin la vidéo de l'interpellation. Ce sera l'enquête de 8h dans un instant avec Salomé Legrand. La Seine a atteint son pic dans la nuit. La décrue sera lente. Le RERC fermé au moins encore une semaine. Des grèves dans les usines allemandes toute la semaine à l'appel du puissant syndicat IG Metall pour des hausses de salaire et une baisse du temps de travail. Mouvement inédit et historique, nous dira Nicolas Barré des Échos. Dans ce journal, zoom sur le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse où se rend ce matin le secrétaire d'État Lecornu. Une prothèse du genou connectée pour déceler une infection ou un défaut mécanique et une pièce oubliée de Jean Poiret avec Michel Faux et Mélanie Doutet. 8h15, l'essayiste Raphaël Glucksmann et le cinéaste Michel Hazanavicius qui sur le sujet des violences sexuelles veulent faire entendre la voix des hommes avec le mot-clé « Oui-tout, nous aussi ». Le président Hollande était venu au chevet du jeune homme à l'hôpital. C'était il y a un an, le 2 février 2017. Un contrôle de police qui dégénère, mouvementé et violent à Aulnay-sous-Bois, près de Paris. Tellement violent que Théo, 22 ans, sérieusement blessé lors de l'interpellation, accusera les policiers de l'avoir violé avec une matraque. Ce matin donc, Europe 1 vous dévoile la vidéo de l'arrestation. Elle vient d'être mise en ligne sur europe1.fr et c'est l'enquête du 8h. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Eh bien que le geste en question, le coup qui a causé une blessure profonde à l'anus, est extrêmement rapide. On voit le contrôle d'identité dégénérer, Théo se débattre avec 3 policiers totalement dépassés. Il en perd sa veste, puis son jogging qui descend à mi-cuisse. Les policiers tentent de le menotter, l'un tombe une première fois. Il entraîne Théo dans sa chute, il a le doigt coincé sur la gâchette de sa bombe lacrymo et il la déclenche accidentellement. Théo se relève, il se démène, il est face à un muret contre lequel 2 policiers tentent de le bloquer. Celui resté au sol lui agrippe une jambe et là, l'un des 2 gardiens donne un coup presque horizontal avec sa matraque. Elle est pointée vers le bas du dos de Théo. On voit donc ce coup très bref, comme une estocade. Le jeune homme se retourne de douleur. Son caleçon est toujours en place. On sait d'ailleurs que le coup l'a transpercé. Alors Salomé Legrand, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, c'est la pièce centrale du dossier, la seule vidéo sur laquelle on voit précisément le geste incriminé. Et elle donne un autre regard sur les faits. Impossible d'être dans la tête du policier à ce moment-là, de connaître son intention. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne correspond pas au récit de Théo dans les jours qui ont suivi. Il a d'abord expliqué que les policiers lui avaient baissé son pantalon à dessein, que le brigadier lui aurait enfoncé le bâton dans les fesses après avoir écarté le caleçon sur le côté. C'est faux. On voit bien sur la vidéo que le pantalon glisse dans la pagaille. Aucun des policiers ne le lui baisse intentionnellement. Théo lui-même a d'ailleurs fait évoluer sa version. Il a été confronté à cette vidéo que nous révélons et il reconnaît que son jogging trop grand a glissé tout seul. Mais il maintient que le geste de pénétration était volontaire. Il parle même d'acte de torture. D'après nos informations, ses avocats envisagent de demander la requalification des faits. Le policier aussi a été confronté à la vidéo. Il reconnaît le coup, mais il nie toujours toute intention de pénétration. Il voulait, dit-il, toucher le jeune homme aux cuisses pour le déstabiliser et le faire tomber. Alors, un an après, Théo disait aux Parisiens il y a quelques jours qu'il souffrait toujours de graves séquelles physiques. Où en est l'enquête ? Les 4 policiers que l'on voit sur cette vidéo sont toujours mis en examen. 3 pour violence volontaire. Ils ont repris du service, mais pas à Aulnay. Le 4e pour viol aggravé. Il est toujours suspendu. Une confrontation générale et peut-être même une reconstitution devrait avoir lieu bientôt. On attend aussi les résultats de plusieurs expertises. L'une sur le geste du policier, c'est un instructeur de police qui doit l'analyser. L'autre médicale sur les séquelles de Théo qui pourrait être blessé à vie. En l'état, il y a donc d'un côté l'analyse du parquet de Bobigny et de l'IGPN qui estime qu'il n'y a que des violences volontaires et celle de la juge et de Théo pour qui il y a viol. Enquête de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et donc je vous rappelle la vidéo à découvrir en exclusivité sur le site europe1.fr. 4 policiers mis en examen, mais 3 d'entre eux, vous le disiez Salomé, ont été réintégrés par leur administration. Décision qui suscite la colère de la sœur de Théo, Éléonore. On n'a même pas attendu les 1 an de l'affaire pour réintégrer ces policiers. Clairement, la réponse qu'ils nous apportent, elle est très claire. On n'est des rien du tout. C'est eux qui salissent la fonction et c'est eux qu'on réintègre. Quand ceux qui portent l'uniforme ne respectent même pas cette fonction-là, on peut nous demander à nous de respecter l'uniforme. On parle d'exemplarité. Ils se doivent les promis d'être exemplaires. Il y a un sentiment d'impunité qui est là. Il est là. En réintégrant les 3 policiers, quel message ils envoient à Théo, si ce n'est vouloir l'anéantir ?
Propos recueillis par Hélène Terzian. Europe 1, il est 8h05. Finalement, ce sera moins de 6 mètres, bien en dessous des 6,10 mètres de juin 2016. La Seine a atteint son pic dans la nuit à 5,84 mètres. Le fleuve ne monte plus. Il ne descend pas non plus, la décrue sera lente. Les 7 gares parisiennes du RERC resteront fermées au moins jusqu'à lundi prochain. Quant aux dégâts, il est un peu tôt pour les évaluer. Les inondations de 2016 avaient coûté 1,4 milliard. Cette fois, ce sera moins, Jean-Sébastien Soldaini. Les dégâts seront moins importants pour 2 raisons. L'étendue de la crue tout d'abord. En 2016, les bassins de la Seine et de la Loire ont été touchés. Cette fois, la Seine concentre l'essentiel des sinistres. Du coup, Charles Beaubion, expert en gestion des risques à l'OCDE, imagine déjà une facture moins lourde. 2016, sur le bassin de la Seine, les dommages étaient de l'ordre d'1 milliard d'euros. Étant donné qu'on est sur un événement avec moins de violence, nous, à vue d'œil, on imagine que les dommages seront de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais c'est difficile de donner un chiffre plus précis à ce stade. L'autre raison, c'est une montée des eaux plus lente. Pas de vagues qui balaient tout sur son passage et surtout la possibilité d'anticiper. Stéphane Penet de la Fédération des assurances note que les compagnies ont pris les devants avec leurs clients. Moyennant des SMS d'ailleurs qui les préviennent de barricader, éventuellement mettre des blocs de sable pour éviter que l'eau rentre, couper l'électricité. Bref, il y a toute une série de conseils qui permettent d'éviter des dommages aggravés. Le tourisme fluvial souffrira moins aussi. Janvier, c'est la basse saison. L'inquiétude désormais, c'est la lenteur de la décrue puisque les armateurs fluviaux n'espèrent pas retrouver une navigation normale avant 3 semaines. Jean-Sébastien Soldaini. La politique de législatives partielles hier qui n'ont pas attiré les foules. 29% de participation dans le territoire de Belfort, 20% dans le Val d'Oise. À Belfort, le candidat LR en ballottage favorable avec 39% des voix, 13 points de plus que son concurrent Modem En Marche. Le PS s'effondre à 2%, l'extrême droite à moins de 10%. À Pontoise, la candidate de la majorité arrive en tête avec 29%. Devant son rival LR 23. Voici maintenant le nouveau point de fixation des écolos. Bure dans la Meuse où doit être installé un immense centre d'enfouissement de déchets nucléaires. C'est le projet CIGEO qui doit débuter en 2025 et où le secrétaire d'État Sébastien Lecornu se rend ce matin, Arthur Mbaché. Quand il sera tout à l'heure à 500 mètres sous terre, Sébastien Lecornu sera au cœur de ce que son ministre de tutelle Nicolas Hulot appelle la moins mauvaise solution. Que faire des déchets nucléaires? Où les mettre après qu'ils ont servi dans les centrales et en attendant qu'ils perdent leur radioactivité d'ici quelques centaines de milliers d'années. Et oui, ça prend du temps. Comment garantir que les générations futures auront conscience de la dangerosité du site dans 100, 200 000 ans? Pour vous donner une petite idée, il y a 100 000 ans, dans le coin, des hommes de Néandertal chassaient le mammouth. Lundi dernier, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé aux concepteurs du projet de revoir leur copie, en particulier pour le traitement de ce qu'on appelle les boues radioactives, trop inflammables, trop dangereuses. Le secrétaire d'État parlera de ça tout à l'heure avec les concepteurs de la chose, avec des élus locaux, mais pas avec les opposants. Le collectif Burstop attend un rendez-vous auprès du ministre, nous dit-on, comme déjà demandé à 4 reprises. Des opposants qui sont installés sur place depuis 15 ans et qui pourraient bien être bientôt rejoints par des ex-Notre-Dame-des-Landes. Arthur Mbaché. À l'étranger, encore une attaque terroriste ce matin en Afghanistan, cette fois contre l'académie militaire de Kaboul. Elle a fait au moins 5 morts parmi les soldats. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique. Samedi, l'explosion d'une ambulance piégée avait fait une centaine de morts en Afghanistan. Europe 1. 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Le modèle allemand est-il en train de se fissurer ou de craquer? Le pays, en tout cas, est confronté à une grève historique. Nicolas Barré, c'est le cœur de l'économie qui est touché. Et le très puissant syndicat IG Metall, qui représente 4 millions de salariés, a décidé d'appeler cette semaine à des grèves inédites de 24 heures dans l'automobile, l'électronique, le textile, bref, le cœur de l'industrie allemande. Daimler et Siemens pourraient être paralysés. Le syndicat réclame la semaine de 28 heures pour les salariés qui le souhaitent pendant 2 ans, avec compensation salariale. Le patronat est vent debout. Il dit que ce serait discriminatoire pour les salariés qui restent aux 35 heures et gagneraient autant. IG Metall demande en outre une hausse de salaire de 6%, 3 fois plus que ce que proposent les employeurs. Le patronat va-t-il céder, Nicolas? Les patrons, oui, sont prêts à lâcher sur des hausses de salaire de 3 à 4%, mais ils ne veulent rien lâcher sur le temps de travail. Au contraire, ils voudraient permettre aux salariés souhaitant travailler plus de 35 heures de le faire. Beaucoup d'ailleurs sont demandeurs, mais IG Metall ne veut pas toucher au symbole. Le dernier mouvement social dur remonte à 2003. C'était pour le passage aux 35 heures dans l'est de l'Allemagne. IG Metall avait alors échoué. Il estime cette fois qu'il a le vent en poupe. L'industrie allemande engrange des profits records et est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, ce qui donne aux syndicats un pouvoir de négociation sans précédent. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Voici à présent l'idée d'une prothèse du genou
connectée, plus qu'une idée, un projet sur lequel travaille une équipe du CHU de Brest. Prothèse qui permettrait de déceler une infection ou un défaut mécanique grâce à des capteurs miniaturisés. Les travaux bénéficient de gros moyens, 24 millions d'euros, un tiers apporté par l'État. Mais l'enjeu est considérable, François Coulon. Oui, parce que 80 000 prothèses du genou ont été implantées il y a 2 ans en France, un chiffre qui devrait être multiplié par 6 d'ici 2030. Or, 20% d'entre elles ne donnent pas satisfaction aux patients. L'idée, en les dotant de minuscules capteurs, est de détecter au plus tôt les anomalies mécaniques qui usent prématurément la prothèse. On va aussi pouvoir mesurer l'acidité et la température à l'intérieur du genou pour déceler une éventuelle infection. Olivier Fuchs, chercheur au CEA. On va être sur des capteurs qui vont faire quelques millimètres carrés. Pour les faire fonctionner, il faut qu'on développe une carte électronique intégrée à l'intérieur de la prothèse. Son but, c'est de récupérer ces données et de les envoyer à l'extérieur du patient. On va détecter beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui de potentiels problèmes d'infection de la prothèse. Aujourd'hui, quand on détecte un problème d'infection, il est souvent déjà trop tard et on est obligé de réopérer le patient pour lui changer sa prothèse. Là, si on diagnostique très rapidement une infection, grâce à un traitement antibiotique très simple, on va pouvoir limiter et arrêter l'infection et donc éviter tout un tas de complications aux patients. Pour moi, c'est une révolution. C'est unique au monde. Le genou bionique Made in Brest devrait arriver sur le marché en 2023. François Coulon, le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Un passage au théâtre enfin pour redécouvrir la première pièce de boulevard écrite par Jean Poiret, D'où sa mère. Alors on n'est pas dans le registre de la fantaisie, celui de la cage aux folles. La pièce est plus sombre, mais cela reste une comédie avec à l'affiche depuis quelques jours donc Michel Faux et Mélanie Doutet. Thierry Geffrotin. Avec cette pièce écrite en 1970, pratiquement à la même époque que la cage aux folles donc, nous sommes loin des frasques de Zaza Napoli et des robes fourreaux à plumes. Jean Poiret nous fait entrer cette fois dans la vie d'un couple. 8 ans de vie commune, l'usure et des scènes de ménage à fleurs et mouchetés. Notre couple est en train de se diluer dans une souriante indifférence. Quelle indifférence trop passionnelle. Des amants pour elle, 3 successivement, et pour lui une forme de résignation ou de cynisme. Et quand vient le moment de la séparation, ils se partagent même les amis. Je te laisse les Worms, je les aime bien mais ils te préfèrent. Tu peux les voir aussi. Ah bah oui, je peux les prendre à la maison pour les fêtes de Noël et puis un mois pendant les grandes vacances. Philippe, le mari trompé, est interprété par Michel Faux. La pièce elle résonne parce que les sentiments et l'ambiguïté des rapports entre la femme et l'homme n'ont pas changé. La modernité de la pièce confirmée par Mélanie Doutet qui joue Elisabeth. Une personne hier m'a demandé mais ça a été écrit quand dans les années 70. Ah bon, enfin elle est tellement moderne cette pièce. Ça n'a pas pris une ride. Douce amère, la pièce fort bien interprétée l'est sans doute. Elle est aussi pleine d'esprit et drôle. Thierry Geffrotin, Douce amère au Bouffe parisien jusqu'au 22 avril. Le football, le duel Marseille-Monaco se termine par un nul 2-2 partout. Lyon qui s'est incliné à Bordeaux 3-1, sauf sa 2e place. Et puis c'est l'Espagne qui remporte l'Euro de handball face à la Suède. Les Bleus repartent avec la médaille de bronze après leur victoire sur le Danemark 32-29. Europe 1.